Bonjour à tous, c'est les Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Charles Gave s'est exprimé à la télé. Eh oui, c'est pas souvent qu'on le voit à la télé, hein, le petit Charles Gave, enfin le petit, il est quand même grand. Il est même assez âgé maintenant. Alors Charles Gave, alors je voulais, avant de commencer cette vidéo, évidemment j'ai vu un petit tweet qui m'a fait assez plaisir. Beaucoup me soufflent en privé que Charles Gave serait le Trump français. Qu'en pensez-vous? Est-ce une réelle possibilité ou une illusion de plus? Alors évidemment, c'est le petit sondage de la vidéo avant de commencer la vidéo et de regarder la prise de parole de Charles Gave à la télé. Voilà. Est-ce que pour vous, Charles Gave, ça peut être une issue, peut-être une échappatoire, peut-être même, est-ce que c'est quelqu'un de présidentiable? Dites-moi un petit peu en commentaire. C'est vrai que ce qui se dit la plupart du temps, c'est qu'il nous faut un Trump français. Qu'est-ce que c'est un Trump français? C'est un mec qui a les cojones de dire ce qu'il pense, mais surtout qui a les moyens de le dire, qui ne dépend pas de gros financiers. Et c'est vrai que Charles Gave, il s'est quand même constitué un sacré patrimoine qui fait qu'aujourd'hui, il est quand même assez libre dans sa manière de parler. Et c'est quand même la base, j'ai envie de dire. Et c'est un petit peu comme Trump, même si effectivement, il dépendait pas mal à un moment de certains gouffres financiers. On sait évidemment aussi que ses premiers financements, c'est Sheldon Adelson, qui est évidemment le plus gros donateur ferventionniste, qui sort avec une femme israélienne, enfin qui sortait parce qu'il est mort aujourd'hui. Donc voilà, mais ça n'empêche que Trump est quand même assez libre dans ce qu'il fait, parce que voilà, il a compris comment marche l'économie, il a compris qu'il avait aussi un patrimoine et qu'il avait besoin de se faire un réseau d'influence. Est-ce que Charles Gave peut être ce Trump français? Je vous laisse évidemment débattre en commentaire. Alors, on commence avec cette première prise de parole où il dit clairement que lui, s'il était au pouvoir, il sortirait de l'Europe, il sortirait de l'euro et il reprendrait le contrôle total de la monnaie. Vous savez évidemment que ces prises de position, excusez-moi, elles sont très axées sur l'économie. Donc forcément, voilà, lui tout de suite, il comprend qu'évidemment, comme dit Napoléon, hein, si la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, donc évidemment, si on veut être un minimum indépendant dans nos façons d'acter, dans nos façons d'agir politiquement parlant et concrètement parlant, et bien évidemment, il faut taper sur la main qui nous donne et rectifier le tir. Donc on va écouter ce qu'il a dit et c'est parti. Plusieurs se demandent, vous savez, c'est la question de Lénine, mais traduite dans les cerveaux, que faire? Alors, imaginons que vous soyez le président Gave pendant un instant. Vous êtes aux affaires et vous avez un programme possible et réalisable en 6 mois pour répondre aux tarifs de Trump. Que feriez-vous? J'envoie une lettre commandée à la Commission européenne, ce qui est la procédure requise par les traités, pour dire je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je reprends le contrôle de la monnaie, il y a 1400 hautes autorités, grands conseils en France qui dépensent à peu près 130 milliards d'euros. C'est de la corruption, puis c'est simple. Je les supprime tous. Je dis plus un grand conseil, plus une autorité. Je fais 130 milliards et je baisse les impôts des Français de 130 milliards. Et je leur dis au boulot, les gars, et je dis à tous les Français, ce serait bien si vous reveniez de l'étranger. Et puis je vais baisser tous les impôts. Au fur et à mesure que je coupe les coûts qui servent à rien, je baisse les impôts. Et vous verrez comme ça redémarrera. Là, régler le problème de la France, c'est enfantin. Enfantin? Enfantin. Vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. Il n'y a aucun problème. Et si on partage le même diagnostic que vous? Il n'y en a pas d'autre. C'est le diagnostic de Milley, c'est le diagnostic de Trump. À partir du moment où il y a des gens qui foutent rien et qui prennent le contrôle d'une partie importante des dépenses de l'État, le mieux, c'est l'État, il faut le ramener dans ses fonctions étatiques. On a une double mission en France, c'est renforcer l'État dans ses missions stratégiques et deuxièmement, le faire disparaître partout où il n'a pas lieu d'être. Alors là, franchement, Charles Gave, il met un coup de pression en plein plateau, j'ai envie de dire. Parce que le type, il te dit, voilà, aujourd'hui, il y a une élite qu'on peut qualifier de plutocrate qui aujourd'hui se sert et se gave, et c'est pas un mauvais jeu de mots avec le nom de famille de Charles Gave, un petit peu d'humour quand même. On a une élite qui se gave, et il parle même d'une certaine caste parasitaire, parce que finalement, quand on sait le fameux même Nicolas Quipé, c'est Nicolas Quipé, vous savez, c'est le type de la classe moyenne asphyxiée par les impôts et qui paye finalement pour les RSAistes qui foutent rien ou en tout cas qui foutent pas grand-chose parce qu'ils profitent justement d'un système qui les aide tout en foutant le moins possible. Après, je crache pas non plus sur les RSAistes, il y a des mecs qui… Bon, voilà, les RSAistes ne sont pas tous des cas sociaux, mais bon. Et pareil, donc c'est Nicolas Quipé de la classe moyenne qui va payer aussi les retraites des boomers passés 70 ans, qui mettent leur argent un petit peu n'importe où,
qui se balade avec des pantalons gigantesques et des chaussures JD Sport sur les stations balnéaires, qui ont profité du boom économique pour s'acheter trois maisons secondaires. Bref, voilà. Et donc, évidemment, tout ça, c'est Nicolas Quipé. Et lui, il ne peut pas profiter de la vie parce qu'il travaille. Il travaille. Alors, même s'il gagne assez bien sa vie, il est asphyxié par les impôts et il paie tout le temps. Il paie tout le temps. Et là, ce qu'il dit, en fait, Charles Gave, c'est qu'à la fois, il faut redonner du pouvoir d'achat et redonner une certaine puissance à Nicolas Quipé, tout en évidemment supprimant tout ce qui pompe justement, clairement de l'argent à la France. Alors évidemment, il ne parle pas forcément des RSAïstes, il y a d'autres problèmes, mais lui, il dit principalement que voilà, il faudrait baisser les impôts pour faire revenir certaines grosses richesses et certains, parce qu'on le sait évidemment en France, il y a de plus en plus de gens qui s'expatrient à cause de la lourde imposition. Et de l'autre côté, évidemment, voilà, il dit aussi qu'il y a une élite plutocrate, donc là il parle plutôt dans les grandes instances, au niveau du gouvernement, etc., qui se gave. Et je pense qu'il faudrait commencer évidemment par Brigitte Macron, qui, je le rappelle, il n'y a pas de titre de première dame de France, ça n'existe pas en France, ça n'existe pas. Sinon, on serait sous l'Ancien Régime dans ce cas-là. Mais on est en démocratie, pays des droits de l'homme, donc ça n'existe pas. Et pourtant, ça n'empêche pas Brigitte Macron de refaire la déco de l'Élysée avec le contribuable français. Ça ne l'empêche pas d'une certaine manière de gérer la politique culturelle du pays. Oh bah oui, elle invite des travestis à l'Élysée, faire le DJ, voilà. C'est elle qui décide de qui va faire la cérémonie des JO, Thomas Joly, un de ses amis. Hein. Et puis derrière, elle a quand même pris depuis le début que Macron a le pouvoir, donc depuis 2017. Il faut quand même comprendre que Brigitte Macron nous a coûté 2 millions d'euros. En perruque, en maquillage, en vêtements, etc. Et c'est pas comme si elle s'habillait chez Geox ou chez Gémeaux ou chez CEA. Non, non. Elle est habillée sur mesure par la fille de Bernard Arnault, Delphine Arnault, qui travaille accessoirement chez Dior et compagnie. Juste ça. Juste ça. Bon, apparemment, elle lui prête des vêtements qu'elle rend. Oui, oui, mon œil. Voilà. Donc, il faut quand même comprendre ça. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a des élites, notamment une femme qui s'appelle Brigitte Macron qui ne sert à rien au gouvernement. Alors oui, c'est la femme du président, il faut la respecter, etc. Très bien. Mais c'est quand même une femme qui prend des décisions et qui prend le contribuable français, Nicolas Quipé, c'est Nicolas Quipé, pour les vêtements et les perruques de Brigitte Macron. Si tant est qu'elle ait vraiment des perruques, je ne sais pas. Je ne vais pas manquer de respect à la première dame, bien qu'il n'y ait pas de première dame. Donc voilà, et ça c'est une chose assez intéressante, c'est assez intéressant ce que nous dit Charles Gave, et notamment c'est la réponse par rapport à la politique de Trump qui taxe et qui met des droits de douane un petit peu partout. Alors on a une deuxième prise de parole qui nous parle justement de l'impérialisme des États-Unis. On va y revenir. Juste avant, on va s'écouter ce que nous dit Alain Soral sur Charles Gave, figurez-vous, parce que c'est assez intéressant et je pense que ça vient compléter un petit peu l'analyse que j'ai. Alors écoutez bien. Deux personnages, Charles Gave et Rochdy, qui ont des qualités pour moi objectives et quelques petits défauts. Charles Gave, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que c'est un bon critique des dérives du libéralisme actuel, puisque c'est un sujet qu'il connaît bien, et c'est aussi, à mon avis, un bon patriote, puisqu'il est du Sud-Ouest, catholique, rugbyman, ce qui est toujours... c'est bon signe. Hein. On ne penserait pas à l'associer, par exemple, à Askolovitch, vous voyez. Hein. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est d'être strictement libéral et d'avoir cette espèce de morgue et de critique facile du marxisme sans vraiment comprendre ce que c'est et en quoi ça pourrait l'aider à aller un peu plus loin, notamment dans sa vision politique des choses. Parce que penser qu'il suffit que le libéralisme commet des erreurs et qu'il suffit de corriger les erreurs du libéralisme pour que tout marche bien me paraît un peu naïf, car en réalité, les erreurs du libéralisme sont dans la logique du libéralisme, hein, c'est la dérive de l'accumulation libérale. Et je pense que si je devais conseiller quelque chose à M. Gave, c'est d'être un peu moins, je dirais, arrogant sur sa critique du marxisme, notamment la critique qu'il fait de la théorie de la plus-value par rapport à la théorie de la valeur marginale, et de comprendre, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il y a dans cette tentative de théorisation de Marx une dimension de contrôle moral, de remettre le marché avec un grand M sous le contrôle de la morale, sous le contrôle de la politique. Et que Gave, qui prétend faire de la politique et lutter contre les abus ou les erreurs du libéralisme, en réalité reste quand même dans cette catégorie qui se fait surdéterminer la politique par le libéralisme. Hein, c'est là où il est dans une contradiction qui vient sans doute qu'il a une culture, contrairement à ce qu'il croit, assez monolithique, c'est-à-dire qui est purement libérale
Et c'est ce que je lui reprocherais. Je serais d'ailleurs intéressé et amusé d'en parler avec lui. Hein. Ça pourrait peut-être aider parce que je pense que par ailleurs, il peut avoir un rôle politique à jouer dans la France de demain, puisque il maîtrise quand même son sujet et que pour combattre le libéralisme, il faut bien le connaître de l'intérieur. Et j'ajouterais aussi, il faut bien le combattre de l'extérieur. Et pour ça, l'outil marxiste est très utile aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. On va passer aussi à le deuxième extrait de Charles Gave. Donc ça c'est intéressant. Soral nous parle même, donc évidemment il nous parle de Marx, de la lutte des classes, mais aussi d'une certaine morale. Et c'est vrai que quand on sait que par exemple, c'est un petit peu cette dérive-là effectivement du capitalisme, celle de capitaliser sur tout. Notamment par exemple, on voit en ce moment avec les conflits, notamment le conflit ukraino-russe, israélo-palestinien, etc., tous les conflits dans le monde, il faut comprendre quand même que derrière, il y a un marché. C'est-à-dire qu'il y a des types qui investissent, par exemple, dans des sociétés d'armement. Parce qu'évidemment, qui dit guerre dit on va avoir besoin d'armes, on va avoir besoin de technologie, voilà. Donc évidemment, il y a des entreprises qui sont cotées, évidemment. Donc forcément, si tu investis dans ce genre d'entreprise qui fournit des armes, d'une certaine manière, tu t'enrichis sur les conflits. Donc s'il n'y a plus de guerre, tu ne vas plus gagner d'argent. Donc d'une certaine manière, si tu veux t'enrichir avec le lobby d'armement, par exemple, il faut qu'il y ait des guerres. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une sorte, effectivement. Évidemment, je n'ai pas toute la connaissance soralienne ou gavienne, mais d'une certaine manière, effectivement, c'est ce qu'on peut comprendre dans le capitalisme immoral. C'est une forme de capitalisme immoral, puisque tu t'enrichis finalement sur le besoin de faire la guerre ou sur le besoin le fameux, oui, vous savez, les lobbies pharmacochimiques vous vendent la maladie et le remède. Tu vois, voilà, ils t'empoisonnent dans la nourriture tous les jours, mais ça va parce qu'ils te donnent le remède, tu sais. C'est comme quelqu'un qui fout le feu à ta baraque et puis au même moment, il te vend l'extincteur. Tu vois, tu as deux choix. Soit tu sauves ta baraque et t'achètes l'extincteur, soit tu la laisses brûler. Tu vois, c'est toi qui décides. Donc d'une certaine manière, aujourd'hui, on en est un peu là. On en est un peu à cette forme-là, disons. On est obligé de payer l'extincteur alors qu'on sait qui fout le feu. On pourrait laisser, mais le problème c'est que la baraque on y tient et c'est du même que la France on y tient. Donc forcément on accepte un petit peu disons de se faire rouler comme ça. On accepte de payer l'extincteur, hein. On accepte la dérive immorale capitaliste, mais parce que aussi c'est le dernier moyen de voir encore la France tenir debout. Sinon tout s'écroule. Mais ne faut-il pas que tout s'écroule pour tout reconstruire? Je ne sais pas. Ça, c'est la théorie macroniste. Macron qui dit pour tout reconstruire, il faut d'abord d'abord tout détruire. Bon, je ne suis pas trop d'accord, effectivement. Mais encore une fois, je vous laisse débattre en commentaire, chers amis. Allez, on va se regarder cette deuxième prise de parole de M. Gave qui parle de l'impérialisme américain. C'est parti. Quand il est arrivé au pouvoir, les États-Unis étaient en train de perdre une guerre. Vous me direz, ça leur arrive tout le temps. Ils n'en ont pas gagné une depuis la guerre de Corée, qui était un match nul. Mais ils ont perdu la guerre en Ukraine, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et pour la première fois, il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire, c'est qu'ils ont perdu cette guerre parce que leur armement était inférieur. Et ça, c'est ce qu'on ne dit absolument pas. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'armement des Russes était bien meilleur que l'armement des Américains. Dans l'artillerie, dans les drones, dans les hypersoniques. C'est-à-dire que les Russes ont aujourd'hui des hypersoniques, des missiles, qui vont à 10 fois la vitesse du son et qui peuvent vous couler les 12 porte-avions américains en 5 minutes. C'est-à-dire que les États-Unis ont perdu le leadership militaire et qu'ils ne peuvent plus protéger les autres. Et c'est ce qu'a dit en toutes lettres Vance à Munich. Il a dit, les gars, on ne peut plus vous protéger, démerdez-vous. Démerden Sie sich. On ne peut plus vous protéger, on n'a plus la capacité militaire de vous protéger. Donc abandon en race campagne de l'OTAN. Ça me paraît déjà un truc assez important, mais ils ne peuvent pas faire autrement. La deuxième chose qui se passe, dont on parle assez peu, c'est que cette guerre a amené la Russie à vendre son pétrole aux Indiens en roupies. Ils ont cassé le monopole de paiement du pétrole en dollars qui existait depuis 1947, l'accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur le destroyer américain, là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, le mode de dollar n'est plus monnaie de réserve. Tout le monde avait besoin de dollars dans ses réserves de change, pour une raison très simple, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter des produits aux États-Unis, ils ne font pas grand-chose, mais vous aviez besoin d'acheter de l'énergie. Donc, vous étiez obligé d'avoir des dollars pour acheter l'énergie. Le deal des Américains, c'est, vous me vendez une bagnole, je vous donne un papier vert, et avec ce papier vert, vous pouvez aller acheter de l'énergie à l'Arabie Saoudite. C'est fini.
Le privilège impérial des États-Unis est fini. Ils ne peuvent plus financer leur déficit budgétaire par leur déficit extérieur. En train de... Voilà, et là c'est sincèrement très intéressant. Parce que là, Charles Gave nous fait comprendre que d'une certaine manière, l'impérialisme américain, l'hégémonie américaine est terminée. Elle est terminée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on comprend la politique de Trump. Celle de justement de retourner dans une forme de nombrilisme américain, de dire l'Europe, on s'en fout, le reste du monde, on s'en fout, l'Ukraine, on va les calmer. Voilà. Trump essaye de calmer tout le monde parce qu'il dit, voilà, aujourd'hui, l'Amérique, il sent en fait, il sent venir cette fin d'hégémonie. Et il sait qu'aujourd'hui, l'Amérique ne peut plus être la première, plus grande puissance mondiale. Donc, il se dit, voilà, on retourne au nombrilisme américain. Et c'est pour ça qu'il préfère s'occuper du Canada, il préfère s'occuper du continent américain plutôt que du monde extérieur. Et c'est pour ça, avec les droits de douane, et c'est pour ça, avec, eh oui. C'est pour ça, pareil, avec récemment, il a fait une affaire avec BlackRock, avec le canal de Panama, etc. Pareil avec l'histoire du Groenland. Tout ça. Il est malin, Trump est très malin. Il fait de plus en plus une politique nombriliste parce que les Américains avant tout. Et je pense que c'est pas sot de sa part. Et après, certains diront oui, mais il est sioniste, oui, mais là, ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de. Quand quelqu'un fait des choses bien, il faut le dire aussi. Je veux dire, Trump n'est pas parfait, loin de là, mais ça fait quand même plaisir de voir qu'il est conscient, il a la tête sur les épaules, il a compris tout ça. C'est quelqu'un qui comprend. Et Charles Gave nous l'explique de manière assez simple. Et effectivement, on voit maintenant, on comprend un petit peu mieux pourquoi Trump aussi a très vite calmé Zelensky. Parce qu'il a compris que la Russie était quand même, c'était pas, voilà, c'est pas des guignols, hein. C'est pas le Togo en face. Bon, je n'ai rien contre nos amis togolais, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est pour dire. Donc c'était assez intéressant, c'était la petite vidéo du jour, voilà, pour parler Charles Gave. Je n'en ai jamais parlé sur la chaîne, donc c'était l'occasion de parler pour la première fois de ce type-là. Donc peut-il être le Trump français? Je ne sais pas. Moi, je ne le verrais pas président. En tout cas, je le verrais bien, par contre, effectivement, être le bras armé d'une potentielle puissance politique. Pourquoi pas moi, je vois bien un trio Juan Branco, Asselineau, Charles Gave, par exemple. Par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, on pourrait un jour faire un live ou une émission où on essaye de constituer le gouvernement parfait. Qui serait à la tête de la France, qui serait en ministère. Moi, je vois bien Asselineau, Juan Branco, Charles Gave. Je vois bien ces types-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas Philippot? Bon, c'est un peu du Asselineau un petit peu plus mou. Mais bon, pourquoi pas? À voir. À voir. Et au ministère des Sports, Frédéric Delavier, bien évidemment. Ah bah bien sûr. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.